Bonjour à tous et bienvenue au podcast Informé, le podcast qui se veut être informatif et éducatif sur la désinformation. Je commencerai par, vu que c'est notre premier épisode, par présenter chacun des participants. Donc, je vais commencer par vous laisser la place, chers collègues, puis je terminerai la table ronde. Merci, Nick. Je me présente, je m'appelle Nicolas Dionne. Je suis étudiant au baccalauréat en études politiques appliquées, cheminement communication. J'en suis à ma dernière session d'ailleurs, à l'Université de Sherbrooke toujours, puis futur étudiant à la maîtrise en études politiques appliquées. Dans mon cas, Phoenix Bonneau-Lebleu, j'ai étudié à Sherbrooke, à l'université comme Nicolas, en communication appliquée dans mon cas, et c'est ma 3e et dernière année. Oui, donc pour moi, c'est Naomi Do. Je suis étudiante en politique appliquée. Cheminement en communication, comme Nicolas s'est présenté, à l'Université de Sherbrooke, puis j'en suis à ma 3e année. Excellent. Et puis, moi aussi, mon prénom, c'est Nicolas. Donc, je suis étudiant en 3e année à l'École de politique appliquée en cheminement de communication. Donc, moi aussi à l'Université de Sherbrooke. Donc, ce sera moi qui va être votre animateur aujourd'hui. Donc, je vais poser la question et mes collègues pourront répondre tout au long de l'émission. Donc, pour faire une petite présentation rapidement de ce qu'on fait en ce moment, donc de ce balado. C'est un balado qui est créé dans le contexte d'un cours qu'on a tous ensemble. Donc, ce cours se nomme Enjeux sociaux du numérique. On y fait d'abord une observation et une analyse plus technique du fonctionnement du web, d'Internet et plus spécifiquement aussi des médias numériques. Cette observation et analyse a pour but de nous mener à une réflexion sur les transformations numériques des pratiques humaines et sur les enjeux culturels, politiques, économiques, sociaux et environnementaux que ces transformations-là soulèvent. Donc, notre balado, nous, on a décidé de l'appeler Informé. Il fait partie des exigences de ce cours. Puis, le but était de créer un objet numérique concernant une pratique sur le web. Donc, la pratique que nous, on a identifiée, c'est le fait de s'informer sur Internet. Donc, le but, ce sera là, de diffuser de l'information de qualité aux différents usagers qui peuvent nous écouter pour leur permettre de mieux cibler la désinformation, de mieux comprendre le phénomène et ultimement de mieux s'en prémunir. Après cette introduction, j'y vais tout de suite pour la première question. Donc, commençons par le commencement, mais qu'est-ce que la désinformation exactement? Le terme a beaucoup circulé dans les médias, dans l'actualité ces dernières années. Donc, moi, je pose la question de comment on peut définir ce phénomène, puis comment est-ce qu'il peut se distinguer d'autres termes que vous avez peut-être entendus, comme la mésinformation, les fausses nouvelles, l'infos, etc. Donc, Naomi, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Oui, donc étant un concept qui concerne pas mal tout le monde, on a demandé à plusieurs personnes comment celle-ci définissait la désinformation. Donc, selon les personnes qu'on a interviewées, la désinformation se définit comme l'information qu'on retrouve dans les médias et qui n'est pas fiable parce qu'elle provient d'auteurs qui sont pas crédibles. Selon nos sondés, c'est une propagation volontaire ou non de l'information. Donc, la définition qu'on va utiliser dans le cadre de notre balado à nous, mais aussi par le Centre d'études des médias de Laval, c'est la création et le partage intentionnel des contenus faux ou manipulés avec objectif de tromper les publics, soit pour nuire ou pour faire des gains politiques, personnels ou financiers. Donc, la désinformation, elle va être faite dans l'objectif de tromper les publics. Les publics peuvent justement partager cette désinformation-là de manière involontaire parce que parfois, ça peut être difficile de reconnaître qu'est-ce que la désinformation dans le contenu qu'on va consommer nous-mêmes. D'ailleurs, il y a une différence entre la mésinformation et les fausses nouvelles qui est importante à noter. Donc, la mésinformation, ça va être le partage non intentionnel des fausses informations,
tandis que les fausses nouvelles vont être plus floues à définir. Donc, les fausses nouvelles peuvent autant désigner la désinformation que le journaliste de mauvaise qualité ou le satire. Merci beaucoup, Naomi, voilà, qui est beaucoup plus clair. Donc, pour poursuivre dans le thème de sur le terme de la désinformation, donc on retrouve dans ce mot le mot évidemment information. Donc, le phénomène a tout à voir avec nos habitudes de consultation de l'information ou de l'actualité. Donc, la question que j'ai envie de poser, c'est comment nos habitudes, en ce sens, influencent-elles notre expérience vis-à-vis de la désinformation? Donc, je me tourne maintenant vers Phoenix pour des éclaircissements. Donc, pour commencer là, de manière simple, quels sont les lieux numériques où les gens s'informent? Dans les personnes qu'on a interrogées, qui étaient pour la plupart des jeunes entre 20 et 25 ans, c'était les réseaux sociaux numériques, donc on parle d'Instagram, Facebook, TikTok, YouTube aussi. Mais si on s'éloigne de cette démographique-là et qu'on y va plus de manière générale, on peut aller voir un sondage du Digital News Report of Canada de 2022, un sondage qui est financé par le gouvernement fédéral. Donc dans ce sondage, on voit que c'est la télévision qui est la source d'information principale de 40% des Canadiens. Donc, ça vient en première position. Ensuite, en deuxième position, on a les applications de sites de journaux ou de sites de nouvelles qui sont la source principale de 27% des Canadiens en deuxième position. Et en troisième position, c'est les médias sociaux qui sont la source principale des Canadiens, de 25% des Canadiens. C'est important de mentionner que la télévision est en déclin depuis 2016, tandis que les médias sociaux sont en croissance. On peut donc s'attendre à avoir un changement des positions. Les médias sociaux vont prendre plus d'importance, tandis que la télévision va décliner. Aussi, ce que ce sondage-là mentionnait, c'est que le podcast est en grande croissance. 36% des Canadiens écoutaient des podcasts en 2022, ce qui est une augmentation de 9% depuis 2018. Donc, ne pas négliger les podcasts comme source d'information. En effet, c'est ultra intéressant de voir que le paysage informationnel est en train de changer. Donc, c'est-à-dire qu'on a une diminution de la télévision, puis qu'on peut penser aussi qu'avec les jeunes qui vont prendre l'importance dans la démographie, qu'on va avoir une augmentation des médias sociaux comme source d'information, puis des podcasts aussi. Mais justement, à part les sources d'information, c'est qui crée l'information? Qui est à la base de ce qu'on peut voir sur les médias sociaux ou dans les journaux? On a plusieurs types de créateurs d'information, si on veut. Tout d'abord, on pourrait commencer par les journalistes. C'est eux qui créent l'info pour les journaux papier, les journaux numériques. On peut aussi retrouver leur information à la télévision, dans les bulletins de nouvelles, par exemple. Habituellement, on s'attend à des journalistes qui aient une information qui est recherchée, qui est appuyée. C'est ça, en fait, qui fait leur crédibilité. Donc, les journalistes, c'est pas habituellement les premiers à diffuser de la fausse information. Ça peut arriver par contre. Ensuite, on a les influenceurs qui se retrouvent plus sur les réseaux sociaux. Généralement, c'est pas le même niveau de recherche derrière l'information que les journalistes. Ils peuvent être biaisés, ils peuvent être influencés par un autre parti, par exemple. Un influenceur peut faire une publicité, donc il va avoir un biais. Ça peut être une personnalité connue, c'est pas obligé d'être ce qu'on entend par influenceur sur les réseaux sociaux habituellement. Ça peut être un athlète, ça peut être un acteur. Je peux prendre un exemple qui est actuel, c'est Carey Price cette semaine qui a dénoncé le projet de loi C-21 du gouvernement, un projet de loi fédéral qui est contre la distribution de certaines armes à feu. Donc, dans ce cas-là, Carey Price, le gardien des Canadiens de Montréal, est considéré comme un influenceur, même si en général on parle de Carey Price comme un athlète. Dans le cas où il présente son point de vue et certaines informations par rapport au projet de loi, dans ce cas-là, c'est un influenceur. Puis par la suite, on a les créateurs de contenu qui, eux aussi, sont majoritairement sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. Souvent, on va voir plus de recherche derrière leur contenu et plus de neutralité. Leur contenu, c'est un peu leur marque aux créateurs de contenu. Donc, ils vont pas être associés à une autre chose, habituellement.
Donc, là, on risque moins d'être biaisé. L'influenceur, le créateur de contenu risque moins d'être biaisé que l'influenceur. Cependant, il peut tout de même axer leur contenu d'une certaine façon dans le but d'attirer un certain auditoire. Intéressant. Donc, on peut voir qu'en fonction de l'auteur, dans le fond, de l'information en tant que telle, il va y avoir différents billets, puis on a un risque plus ou moins grand de faire face à de la désinformation. Mais justement, là, concernant la désinformation, on en parle beaucoup dans les médias, c'est un sujet d'actualité, mais quelle est la réelle présence des fausses informations dans l'espace numérique? Comment est-ce qu'on y est confronté? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Oui, les personnes qu'on a interrogées nous ont dit avoir été témoins de désinformation dans les dernières semaines ou dans les derniers mois. Mais c'est difficile à dire. Ça ne peut pas être représentatif vraiment parce que l'utilisateur ne va pas être tout le temps conscient qu'il voit une fausse information passer dans son fil d'actualité. Donc, si on se fie à nos répondants, je me rappelle avoir vu passer il y a une semaine environ un TikToker français qui rapportait une nouvelle comme quoi la Chine préparait l'invasion de Taïwan à cause d'une rencontre qui s'était mal passée entre les dirigeants. C'est le genre de truc qui serait partout aux nouvelles, mais finalement, c'est juste lui qui a inventé ça pour avoir des vues, j'imagine. Donc ça, c'est ce que nos répondants disaient. Si on se fie à la littérature, on voit que depuis la montée en popularité des réseaux sociaux, il y a vraiment une montée de la désinformation. Donc avant, on avait un petit nombre de diffuseurs d'informations, donc journaux, télévision, radio, c'était pas mal ça, pour un grand nombre de consommateurs, donc la population en général. Avec le numérique, c'est tout le monde peut diffuser son information. Donc les consommateurs d'informations sont aussi les diffuseurs. Ça donne une voix à beaucoup de gens qui sont pas nécessairement neutres dans leurs propos. Un utilisateur peut facilement trafiquer les faits en fonction de son opinion sur un certain sujet. Ceux qui vont voir ces faits-là peuvent être enclins à les croire et à partager le contenu s'ils sont proches de la personne qui le partage ou s'ils ont des opinions ou des croyances semblables à elle. Donc, la montée des médias sociaux, c'est une façon d'offrir une voix à tout le monde, ce qui, d'un point de vue démocratique, devrait être positif. Sauf que ça a, par le fait même, ouvert la porte à une diffusion beaucoup plus large de la désinformation. En effet, donc c'est intéressant. Je t'entendais dire là, que dans le fond, une même personne peut être consommateur d'informations, créateur d'informations ou diffuseur tout simplement d'informations. Je serais curieux de t'entendre sur les gens qu'on a questionnés, là, nos répondants justement. Et ça a été quoi leurs habitudes là, par rapport à à leur consommation d'informations? Est-ce qu'ils ont publié des publications? Est-ce qu'ils ont liké, partagé, commenté? C'est quoi un peu les habitudes? Ouais, donc nos répondants étaient plus passifs dans le sens qu'ils c'était pas eux qui publiaient le plus, il y avait plus tendance à liker, commenter et partager. L'information qu'ils partageaient, c'était généralement de l'information qui était partagée massivement sur les médias sociaux. On a donné l'exemple de publications de sensibilisation face à certaines causes, le Black Lives Matter ou la guerre en Ukraine, par exemple. Excellent. Écoute, merci beaucoup, Phoenix. C'est très intéressant. On sait que les fausses nouvelles ont un potentiel viral, donc qui est très important du fait, entre autres, des médias sociaux. Mais c'est quoi le processus exactement derrière cette viralité? Comment ça se fait qu'une fausse nouvelle a fait son apparition sur le web? Comment qu'elle y circule? Puis surtout, comment est-ce qu'elle devient populaire puis qu'elle est repartagée par un grand nombre de personnes? Nicolas, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, merci Nick. Tout d'abord, la création de fausses nouvelles peut provenir de différentes personnes ou de différentes personnes. On n'a qu'à penser à la création d'une plateforme. On peut nommer les exemples de World Wide News Report, mondialisation.ca, Le Revoir, le Journal de Montréal, qui sont des journaux satiriques du Devoir et du Journal de Montréal, respectivement. Ce sont des exemples où est-ce qu'on peut propager des fausses nouvelles. Mais il y a également aussi les personnalités connues qui retiennent l'attention des médias par leur notoriété ou pour leur popularité, qui peuvent dire des faussetés. On n'a qu'à penser aux propos de Donald Trump. Donald Trump lui-même, qui était l'ancien président des États-Unis, qui a dit un nombre massif de fausses nouvelles, notamment. Mais aussi, on a les exemples de Kanye West, notamment avec ses fausses nouvelles relatives aux personnes juives. Les propos de Guillaume Lavie-Tivierge sur les règles sanitaires au Québec.
mentionnant au passage que ces règles constituaient un lavage de cerveau, si je peux le citer. Donc, les personnalités connues peuvent propager des fausses nouvelles également. La mauvaise vérification factuelle d'un journaliste ou d'un journal, le plus souvent en ligne notamment, peut contribuer à la création d'une fausse nouvelle, je peux me permettre le mot création. Ça peut être involontaire, tout à fait. Je prends l'exemple notamment de l'accident tragique des arrestations en Iran, alors qu'une fausse nouvelle sur Instagram avait fait le tour du monde par une erreur d'interprétation de l'auteur de la nouvelle notamment. Même Justin Trudeau, premier ministre actuel du Canada, avait partagé la nouvelle. C'est tout pour dire. Donc, une erreur journalistique est une forme... peut faire en sorte qu'une fausse nouvelle apparaisse sur le web. Sinon, on a la création de faux contenus par des utilisateurs qui ont une plateforme en ligne ou une audience en ligne. Je prends l'exemple de Joe Rogan, qui est l'exemple le plus frappant, qui est propriétaire, je peux me permettre le mot propriétaire, d'un podcast qui est très populaire à l'échelle mondiale. Donc, lorsqu'il dit une fausse nouvelle, il a été critiqué à maintes reprises là-dessus, sa base partisane la propage, le croit, puisque la base, on peut prendre l'exemple de Joe Rogan, mais on peut prendre même l'exemple de Donald Trump, les partisans de Donald Trump qui partagent les nouvelles lorsque leurs fans, je peux me permettre l'expression, partagent des fausses nouvelles. C'est un autre type d'exemple. Excellent, ça nous éclaire quand même pas mal, Nick. Moi, je me posais la question par rapport au cas spécifique de Twitter. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Twitter? Parce que on sait que, par exemple, avec Donald Trump, il y avait beaucoup de fausses informations qui circulaient sur Twitter, mais j'ai l'impression quand même que ça peut être une source d'information crédible, non? What worries you right now about, I mean, you've been very open about lots of issues on Twitter. What would be your top worry about where things are right now? Right now, the health of the conversation. So our purpose is to serve the public conversation, and we have seen a number of attacks on it. We have seen abuse, we've seen harassment, we've seen manipulation, automation, human coordination, misinformation. So these are all dynamics that we were not expecting 13 years ago when we were starting the company, but we do now see them at scale. And what worries me most is just our ability to address it in a systemic way that is scalable, that has a rigorous understanding of how we're taking action, a transparent understanding of how we're taking action, and a rigorous appeals process for when we're wrong, because we will be wrong. Oui, merci Nick. Effectivement, Twitter possède un statut particulier. Et ce dernier est considéré par plusieurs comme un média en soi, même au même titre qu'un journal traditionnel, puisque l'utilisation de Twitter pour plusieurs utilisateurs de cette plateforme correspond à la première source d'information de ces derniers. Peu importe quelles nouvelles ils aperçoivent sur la plateforme. Ce sentiment, en fait, est renforcé par l'utilisation importante des institutions officielles de cette plateforme numérique. On peut prendre l'exemple de la CIA, de la Maison-Blanche, du président américain en personne, non seulement son compte personnel, mais aussi le compte officiel, entre guillemets, et de la présidence en soi. Mais même exemple ici au Québec ou au Canada, la Chambre des communes, le premier ministre Trudeau, le gouvernement du Québec. Bref, cette plateforme vient rechercher les institutions officielles et cette réalité vient influencer la conception que nous avons de Twitter, c'est-à-dire c'est une plateforme de nouvelles. Alors qu'au final, Twitter est un média social comme un autre. C'est une plateforme qui nous permet de partager le contenu que nous voulons sur cette plateforme. Et je peux même ajouter non seulement les institutions officielles, mais on peut prendre l'exemple des journalistes des différents journaux qui, avec leur notoriété de journaliste, qui partagent les nouvelles de manière instantanée. Les gens aperçoivent ces gestes et ces contenus-là comme de l'information. D'où l'idée où est-ce que le cas spécifique de Twitter est quand même intéressant, là. Merci beaucoup, ça m'éclaire quand même sur ce qu'il y en est par rapport à ça.
Tu as parlé rapidement là, du Journal de Montréal tantôt. Je suis curieux de t'entendre là-dessus parce que pour moi, ça a plus l'air d'une blague ou ça a l'air très humoristique. Fait qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la désinformation sur ce genre de faux journaux? Oui, effectivement, le Journal de Montréal, La Paresse, Le Revoir, etc., c'est des exemples très spécifiques de satire. Toutefois, certains peuvent appeler ça de la désinformation. On se rappelle, le Journal de Montréal a eu beaucoup de problèmes en justice, notamment par le groupe Québécois, notamment pour des propos de diffamation, de déformation de nouvelles. Pardonnez-moi si je le vulgarise ainsi. Mais bref, pourquoi? Tout simplement parce que ces deux, je prends l'exemple de La Paresse et du Journal de Montréal, les deux possèdent au détail près les mêmes logos que les journaux originaux. Également, lors de leur publication sur les différents médias sociaux, la vraisemblance entre le vrai média et le média satirique, elle est quasiment parfaite. C'est le même design, je peux me permettre l'expression. Donc, la différence est mince puisque moi, je vais aller d'un exemple personnel. La première fois que j'ai vu une publication du Journal de Montréal, je vais être honnête avec vous, c'était assez... J'y ai cru un petit peu jusqu'à temps qu'il faut comprendre, on lit le grand titre de la publication puis là, on voit la satire assez facilement puisque c'est assez clair. Là. Mais bref, c'est pour ça que ces deux ressemblances-là montrent que la satire a une ligne mince avec la désinformation. Là. Excellent. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est par rapport à ce qui peut être mis en ligne ou partagé par différentes personnes ou institutions sur le web. Mais comment, après ça, une fois que la fausse information est diffusée, comment est-ce qu'elle est partagée puis comment est-ce qu'elle peut devenir virale? Oui, effectivement. On parle beaucoup de viralité en lien avec les médias sociaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le partage se fait de manière instantanée. Il se fait de manière instantanée, puis la nouvelle circule très rapidement. Faut aussi comprendre que la récupération du contenu à travers les différentes plateformes, que ce soit un journal traditionnel sur Twitter ou sur Instagram, la viralité se fait relativement facilement puisque c'est la même nouvelle qui se circule, mais sur différentes plateformes. Donc, ils viennent chercher des personnes différentes à des moments différents, notamment. Donc, cette réalité-là permet aux nouvelles de circuler rapidement. Donc, l'instantanéité des médias sociaux, notamment sur le plan de la nouvelle, est assez claire et est assez probante. Mais il y a également aussi, avec les différentes méthodes ou techniques des médias sociaux, où est-ce que nous pouvons, liker un commentaire, une publication ou un post notamment. On peut commenter les nouvelles, on peut les partager. Donc, cette réalité-là des médias sociaux avec ces interactions que nous avons avec les nouvelles d'une plateforme à une autre, ça permet de rendre le tout viral. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des différents types d'utilisateurs. Il y a bien entendu des utilisateurs passifs, des utilisateurs actifs. On en a glissé un mot tout à l'heure. Ces utilisateurs passifs vont lire les nouvelles, vont les regarder sans nécessairement les commenter ou réagir à ces dernières, mais les utilisateurs actifs accentuent cette viralité que nous pouvons voir des nouvelles. Je prends par exemple, lorsqu'on parle d'utilisateurs actifs ou non, je prends l'exemple le plus probant à mes yeux, c'est sur la plateforme TikTok, tout récent dans notre quotidien, notamment primé par les jeunes. Beaucoup d'utilisateurs de TikTok utilisent la plateforme sans nécessairement créer du contenu avec, ni simplement ces utilisateurs passifs. Désolé l'expression, scroll pendant de longues durées de temps, mais ne commente pas ou ne crée pas de vidéos sur la plateforme. Donc, on observe un décalage rapidement entre ces deux types d'utilisateurs. Mais oui, c'est ça. Donc, lorsqu'on parle de viralité, la popularité des fausses nouvelles, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une corrélation assez claire entre les fausses nouvelles sensationnalistes, notamment. Ces nouvelles sensationnalistes sont plus populaires et on observe beaucoup les utilisateurs et des contenus web, des médias sociaux qui, je pourrais dire, consultent ce type de nouvelles. C'est souvent les plus populaires et les plus virales parce que ces utilisateurs les partagent en plus grand nombre. Donc, on peut voir aussi
que les médias sociaux rendent le tout viral et que l'information se déploie de manière très rapidement. Là. Merci, Nico. Donc, plusieurs choses qui sont quand même importantes là, par rapport aux dynamiques derrière la circulation des fausses nouvelles. En terminant, dans le fond, je te demanderais si t'as-tu un exemple, juste pour rendre le tout un petit peu plus concret, d'une fausse nouvelle récente qui aurait circulé sur le web qui nous permettrait de comprendre là, le processus derrière ça. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that? By injection inside or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. Oui, effectivement. C'est un exemple qui pourrait dater. C'est ça, au début de la pandémie, notamment au mois de mars 2020. Mais c'est une des informations les plus probantes, en fait. Là. Même qu'on peut associer à fausse nouvelle, bien entendu, c'est lorsque l'ancien président américain Donald Trump avait amené des propos douteux sur l'ingérence de purelles, de désinfectants à l'intérieur de notre corps pour contrer la COVID-19. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence entre une fausse nouvelle et de la désinformation, c'est que le président Trump, à l'époque, n'avait pas dit mot pour mot ingérez-vous du Purell pour vous sauver de la COVID-19. C'est pas ça l'enjeu. Toutefois, il avait mentionné ses propos en conférence de presse portaient à confusion, alors que devant les journalistes présents, il proposait de nouvelles recherches de traitement relatifs à la COVID-19 en faisant des faux amalgames avec des produits sanitaires que nous avions déjà. En spécifiant que si on voit à quel point le désinfectant, par exemple du Lysol ou quoi que ce soit, est je pourrais dire pertinent ou même fonctionne pour enlever je vais utiliser le mot enlever nos saletés de nos mains, par exemple. Pourquoi ce type de produit ne pourrait pas être ingéré dans notre corps pour sauver certaines maladies? Il l'avait paraphrasé comme ça. Donc, ce qui s'est passé avec ce type de propos, c'est qu'évidemment, non seulement c'est douteux, mais c'est assez viral, c'est assez cocasse. Donc, les propos ont été tournés à 180 degrés dans son contexte, je peux me permettre. Les gens ont pris à la lettre que s'injecter du Purell était efficace contre la COVID, ou à l'inverse, le président Trump l'avait mentionné concrètement. Ce qui avait fait beaucoup couler d'encre à l'époque. Même la compagnie Lysol a dû réaliser une sortie publique afin de démystifier la rumeur qui devenait de plus en plus grosse sur les réseaux sociaux. Et la compagnie avait vraiment mentionné non, faut vraiment pas faire ça. Là. C'est assez dangereux. Donc bref, c'est l'exemple typique de désinformation où est-ce qu'on peut prendre un certain élément dans le cas de les paroles de Donald Trump, c'est un certain élément spécifique où est-ce qu'on déforme et qu'on partage en grand nombre. Donc c'est vraiment un exemple probant à mes yeux. Là. Merci beaucoup. Je suis content de t'entendre parler un petit peu là, de la COVID. On sait que la désinformation a pris encore plus d'ampleur là, depuis la pandémie. Je suis curieux de t'entendre sur qu'est-ce que tu penses que ça l'a changé, qu'est-ce que ça l'a amené de nouveau par rapport à la problématique de la désinformation. Oui, effectivement. Tout d'abord, la COVID-19 est excessivement importante à considérer dans notre recherche ou dans le domaine de la désinformation en général. Pour la première fois, une crise mondiale survient lorsque le numérique devient omniprésent dans notre quotidien. On peut donc parler de la première crise mondiale de l'ère numérique. Les médias sociaux avaient au début de la pandémie et ont encore un rôle de première ligne pour contrer la pandémie et ses effets négatifs. Les médias sociaux permettaient au tout début aux individus d'être en sécurité, d'être informés, proactifs et connectés entre eux. Donc, c'était réellement l'exemple de la COVID est un événement que nous n'avions pas connu auparavant. Puis, on a remarqué bien que l'accélération, l'augmentation des fausses nouvelles a eu lieu. Il y avait eu une corrélation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré les bienfaits des médias sociaux, notamment pour rester connectés ou pour rester informés, ces plateformes accentuent la propagation de fausses nouvelles et de désinformation. Les effets de ces conséquences réduisent l'efficacité des mesures ou des consignes mises en œuvre par les autorités publiques ou étatiques. Ce phénomène, accentué par la COVID, suscitait déjà des inquiétudes avant la pandémie de 2020, mais avec le début de la COVID, on a vraiment je peux me permettre la métaphore, une ligne,
un lanceur d'alerte. Là. C'était vraiment grave. On a vu un gros décalage là, avant la pandémie. Là. Excellent. Ben écoutez, c'est ce qui met fin déjà à notre premier épisode sur la désinformation. Donc on a eu l'occasion dans le fond de définir un peu c'était quoi le phénomène. On a eu l'occasion aussi de voir un peu c'était qui pouvait créer ces faux contenus là. Puis finalement on a regardé ou observé un peu c'était quoi le processus qui me permettait là dans le fond à ces fausses informations là de circuler sur le web et souvent de manière virale. Donc, je prends le temps quand même de vous remercier, chers collaborateurs, donc Nicolas, Naomi et Phoenix. Je vous invite aussi, chers auditeurs, si vous n'êtes pas déjà là, de nous suivre sur YouTube. Donc, c'est informé-balado. Puis, on a aussi un compte Twitter sur lequel on partagera certaines informations en lien avec notre podcast. Je vous dis, dans le fond, à la prochaine fois, puisqu'on va avoir un deuxième épisode qui va être publié à la suite de celui-ci. Donc, merci beaucoup, puis passez une belle fin de soirée. Merci beaucoup.